Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints donc sur ce plateau pour ce colloque tout à fait d'actualité, hein, le colloque de l'AFB avec un certain nombre d'intervenants tout à fait experts évidemment de ces questions-là, avec un sujet majeur aujourd'hui qui est le télétravail au fond et quel défi le télétravail nous pose, les uns et les autres, chacun avec sa vision des choses et évidemment avec un objectif commun qui est finalement de surmonter et de pouvoir effectivement avancer sur ce nouveau mode de fonctionnement au travail. Le recours massif ces derniers temps au télétravail n'est pas totalement une surprise pour le secteur bancaire. Le secteur bancaire, depuis longtemps, connaît le télétravail. Il y a évidemment l'ANI fondatrice, si on peut dire, de 2005. Il y a évidemment bon nombre d'accords passés par tel ou tel groupe, telle ou telle entreprise. Donc ce n'est pas une découverte. Le phénomène nouveau, c'est évidemment l'aspect massif que les circonstances ont incité et ont poussé les uns et les autres à aller plus loin. Donc pour en parler aujourd'hui, donc oui, période de guerre, si on reprend le terme du président de la République, comment passe-t-on en réalité, pour reprendre cette expression, de cette période de guerre à peut-être une période de paix qui sera donc la suite après les périodes de confinement, déconfinement, reconfinement. On verra jusqu'où nous allons. Nous espérons qu'on en sortira rapidement, mais la question aujourd'hui, c'est sur ces deux tables rondes, c'est effectivement de bien aborder la suite et se dire comment ensemble, collectivement, nous pouvons nous organiser pour faire en sorte que ce mode de travail s'inscrive aux côtés des autres modes de travail peut-être plus traditionnels. Pour en parler aujourd'hui, donc plusieurs intervenants sur cette première table ronde qui va traiter plutôt de l'organisation du travail. André Guituroche, directeur des affaires sociales à l'AFB. David Corsiero, député donc, du Val d'Oise. Exactement, 6e circonscription. C'est ça, exactement. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Sandra Chapard, vous êtes avocate. Oui. Voilà, et donc le point de vue évidemment juridique est extrêmement important sur ces questions-là. On est en plein bouleversement, si on peut dire, et donc il y a des questions qui évidemment se posent. Marie Bouni, donc là aussi vous allez pouvoir nous donner votre avis d'experte. Vous êtes donc associée au cabinet LHH et donc tout à fait au sujet et totalement dans l'actualité. Donc Valérie Lefebvre-Haussmann, vous êtes secrétaire générale de la CGT pour la banque et l'assurance. Voilà, donc je n'ai pas oublié l'assurance, vous êtes banque et assurance. Voilà, pour commencer, je vous propose on démarre tout de suite. André Guituroche, donc vous qui avez l'œil, finalement vous représentez les banques sur cette table ronde. Pour vous, les enjeux, quels sont les enjeux aujourd'hui? Comment se posent les enjeux aujourd'hui? Alors, par rapport notamment à cette crise, le premier enjeu était celui de savoir si on va pouvoir continuer comme avant ou pas. Est-ce que finalement c'est une parenthèse, cette période de crise et de télétravail massive, ou est-ce que les schémas qu'on avait anticipés depuis de très nombreuses années, Olivier, comme tu l'as rappelé, dans les banques, vont être modifiés, voire même bouleversés? Donc pour moi, il y a un premier enjeu fondamental sur est-ce qu'on continue comme avant, et sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'avenir du télétravail maintenant qu'on est passé par cette crise? David Corsiero, le député que vous êtes, vous aviez vu, d'abord, est-ce qu'une question comme ça, un député, ça peut télétravailler ou pas? Alors, tout va dépendre de la situation. On a un cas bien précis qui est l'hémicycle, qui n'est pas téléportable. Donc, automatiquement, là, vous avez un acte présentiel obligatoire et sur lequel, aujourd'hui, l'Assemblée nationale s'est adaptée. Parce qu'il y a bien un élément où je pense qu'il faut tout de suite le dire, c'est que cette crise va bouleverser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de modes de télétravail qui n'existaient pas dans plusieurs entreprises. Il va falloir s'adapter, il va falloir comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé de faire du présentiel. Et nous, par exemple, à l'Assemblée nationale, l'hémicycle, ce n'est pas possible. Donc, on est obligé de s'organiser. C'est pour ça que si aujourd'hui, vous voyez quelques images d'un hémicycle un peu plus vide, ce n'est pas qu'on n'est pas présent, c'est qu'on est organisé pour être en présentiel, à tour de rôle, avec un siège sur deux. C'est là où ça donne la différence. Par contre, le travail législatif à l'Assemblée,
Aujourd'hui, on a des petits bureaux, donc effectivement, on est obligé de faire en sorte que un collaborateur sur 2 vient, ou moi, je reste en télétravail quand j'ai que des visioconférences. Voilà, le monde de l'Assemblée a vraiment, vraiment été bouleversé, mais c'est organisé. Avec du travail donc sur place, sur présentiel, place, et du travail à distance, un modèle hybride, on y reviendra. Avec plaisir. Valérie Lefebvre-Haussmann, alors, votre point de vue à vous, d'organisation syndicale. Alors, d'organisation syndicale, d'abord la CGT, ça fait 20 ans qu'on travaille sur la question du télétravail. C'est vrai que la crise a bouleversé pas mal de choses, puisque avant la crise, il y avait 5% de salariés qui travaillaient en télétravail, et essentiellement des cadres dans les grandes et très grandes entreprises. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on l'a vu, on a fait pas mal de réunions pour faire en sorte de protéger la santé des salariés, et ça a obligé les entreprises à changer, les salariés aussi. Mais on n'est pas du tout contre le fait de changer, d'aller vers du télétravail, parce que les salariés sont demandeurs. Par contre, il faut se poser la question de savoir pourquoi ils sont demandeurs d'un télétravail plus important. Et ce qui pose aussi la question de certains services publics qu'on n'a pas ou moins bien, par exemple le transport, puisque beaucoup de nos collègues demandent à travailler en télétravail pour échapper à des durées de transport importantes et des transports en commun qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre. Et puis, il fuit aussi, puisqu'on a fait une grosse étude là, pendant cette période-là, il fuit aussi des nouvelles organisations du travail comme les open space ou le flex office, qui notamment, on l'a vu, et c'est pas nous, on n'est pas docteurs, mais ça a été dit par des médecins que c'était porteur de propagation des virus, le fait d'être plusieurs dans une même espace. Vous parlez de flex office, vous parlez d'open space, etc. Alors pour le coup, je me tourne vers Marie Bouni également. Alors sur la question de l'organisation du travail, on a parlé aussi d'ailleurs de l'acceptation plus ou moins des salariés, on y reviendra sûrement. Mais alors vos constats à vous sur ces enjeux? Je pense qu'il y a eu un vrai bond au niveau de la France en matière de télétravail. Donc effectivement, c'est des sujets qui sont relativement anciens, spécialement dans le secteur bancaire. Mais précédemment, donc avant le confinement, la France était plutôt à la traîne en moyenne de télétravail dans l'Union européenne. Avec le confinement, on a quand même plus ou moins, les chiffres peuvent varier d'une étude à l'autre, mais 25% des Français, des salariés français, qui ont télétravaillé. Donc il y a eu un changement d'échelle. Donc le télétravail pendant la crise est devenu un geste barrière, donc pour protéger la santé des collaborateurs, mais également assurer la continuité de l'activité pour certains métiers quand c'était possible. Et effectivement, aujourd'hui, notamment pour certaines entreprises et certains secteurs, comme le secteur bancaire, où il y a une plus forte maturité, la vraie question, c'est quelle est l'étape d'après ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et est-ce qu'on va plutôt vers une révolution ou vers une consolidation des acquis et des améliorations, ça et là ? D'accord. Et alors, pour vous... en tant qu'avocate, qui regardait avec acuité toutes ces questions-là, en termes de cadre juridique, il y a des questions qui se posent, non ? Alors, il y a des questions qui se posent, mais juste un petit flashback, si on revient début 20e, on s'aperçoit quand même que le droit du travail s'est construit sur une unité de temps, de lieu et d'action. Alors là, on a tout compris, on a tout posé, c'est-à-dire que le Code du travail a très peu évolué sur ce domaine-là. Et on s'aperçoit que sur certaines dispositions, on maintient la présence physique du salarié. Par exemple, les entretiens préalables. Donc, il y a quand même certains aspects du droit qui n'ont pas beaucoup évolué. On s'aperçoit aussi qu'on fait référence à l'ANI de 2005, on a un texte, l'ordonnance de 2017, une loi de 2018, mais finalement, le Code du travail est assez light. Alors, on veut faire de la souplesse, mais finalement, on s'aperçoit à faire de la souplesse, ce qui est très bien, on laisse les entreprises faire ces accords du travail, ces accords collectifs, mais on arrive à trop de souplesse, et trop de souplesse, parfois, ça arrive sur des contentieux. Et on s'aperçoit qu'on commence à avoir quelques contrôles d'inspection du travail sur le domaine notamment de tout ce qui n'est pas encadré par le Code du travail et qui commence à poindre sur la santé, sécurité au travail, tout ce qui est analogie entre votre bureau du 22e étage et votre appartement. Et là, ça pose quand même quelques difficultés que les entreprises ont du mal à résoudre. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut se positionner dans une obligation, on va dire, de sécurité, mais plutôt de moyens renforcés et pas de résultats. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de son mieux pour apporter les solutions auprès des salariés et des entreprises.
Mais il faut quand même constater qu'on a une sorte de vide et que peut-être l'ANI, qui est en cours de discussion, va nous apporter quelques éclairages. Et en même temps, on est dans une sorte de vide, et en même temps, les entreprises se sont adaptées. Néanmoins, on a vu dans la... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, André. Alors, sur l'adaptation des entreprises, pour le secteur bancaire, en tout cas, la réponse, elle est oui, forcément, puisque sur les fonctions support, centrale et autres, on varie entre 80 et 95% de télétravail, alors selon les jours et les salariés. C'est important, c'est qu'il n'y a pas ceux qui sont 100% en télétravail et puis les autres. Dans beaucoup de situations, on est en télétravail une bonne partie de la semaine, mais on revient quand même sur le lieu pour conserver du lien social et conserver une dynamique d'équipe. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'il faut raisonner. Les chiffres que l'on donne, il faut les comprendre en nombre de par salarié par jour, si je puis dire. Il faudrait presque avoir un chiffre journalier. Donc oui, les banques se sont particulièrement bien adaptées au regard des chiffres très élevés que je viens de donner. Et elles montrent encore là, dans le deuxième confinement, qu'elles sont toujours sur cette même dynamique. Ce qui n'est pas pour autant sans poser, je pense, des difficultés justement d'intégration, des difficultés d'organisation du travail, des difficultés juridiques. Et c'est là-dessus, je pense qu'on a aujourd'hui une vraie réflexion à avoir, et j'espère qu'on va l'avoir là, dans cette table ronde. Il est essentiel, si on veut que cette nouvelle façon de travailler soit un succès, il est essentiel qu'on ait une forme on ait de la souplesse. Il faut ne reconstituons pas à nouveau 2000 feuilles de code du travail. On en a déjà beaucoup. Donc ne refaisons pas de ce nouveau mode, puisqu'on évolue effectivement de ce fameux un lieu, un temps regroupé. Si l'on évolue, évoluons à ce moment-là avec du pragmatisme, avec de la souplesse, avec de la proximité. Je pense que c'est un point qui va être extrêmement important et qui n'est pas simple, parce que, bien évidemment, on sait qu'il faut aussi encadrer les tendances, mais ça, je laisserai Madame Lefebvre-Haussmann intervenir, mais donc de la souplesse, du pragmatisme, et ne pondons pas encore 1000 pages. Alors, avant de donner la parole, donc, parce qu'il y a eu un appel du pied là, quand même, avant de donner la parole à Madame Lefebvre-Haussmann, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit sur le Code du travail. Je me tourne vers Monsieur le député, parce que les pages du Code du travail, bien souvent, en fait, elles proviennent de l'action des décideurs politiques. Elles viennent de l'action, mais elles viennent aussi du concret des citoyens, souvent. Et sauf qu'aujourd'hui, on est en train de l'écrire. C'est là la vraie différence. C'est que c'est une situation qui est totalement unique. Le télétravail, comme vous l'avez dit juste avant, moi qui travaille pour une entreprise allemande, il existe déjà depuis 20 ans. En France, on l'a mis en place, et au contraire. Et je pense que le télétravail, c'est une énorme question de mentalité. C'est ça le vrai problème. Et je pense qu'en France, on n'est pas habitué à télétravailler. Et on n'est pas habitué parce que... puis on va avoir deux télétravails, je vais vous dire. Parce que vous avez le télétravail parisien, et ça, je pense que c'est hyper important de le comprendre, où tout va très vite, et vous avez le travail à la campagne, qui n'est pas du tout la même chose. Parce que, automatiquement, on n'a pas les mêmes moyens. On parle d'évolution fibre numérique. Je ne suis pas sûr qu'à la campagne, soit la même chose. Et automatiquement, ce n'est pas la même chose, télétravail à la campagne et qu'à la ville. Et je pense que ça, c'est sur un point où il va falloir bien le travailler, parce que je pense qu'on ne peut pas demander à un salarié exactement la même chose à deux endroits différents, parce que ce n'est pas possible. Okay. Ça, c'est un point. Et après, on a un autre point, une question de mentalité, où vous l'avez dit tout à l'heure, un lieu à la maison en télétravail, ce n'est pas le salon. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire comprendre aux entreprises, parce que le salarié, lui, je me mets chez moi, j'ai la télé à côté, j'ai la machine à café. Bon, ça, c'est l'open space du bureau, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas, parce que vous avez le facteur qui va venir sonner à 11h, vous avez la voisine, parce qu'elle a vu la voiture, vous n'êtes pas là, elle va venir savoir juste si vous allez bien, et ce n'est pas la même chose. Le télétravail, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fin de compte. Moi, je sais pour l'exercer, moi, j'ai cette chance d'habiter en maison, et j'ai une pièce qui m'est totalement réservée. C'est-à-dire que quand je télétravaille, je suis quasiment au bureau enfermé. Je ne sors pas, je suis là enfermé. Et mes enfants peuvent venir me déranger, il n'y a aucun problème, mais ils savent très bien que souvent, il faut attendre les horaires où je sors, parce que c'est comme si je n'étais pas à la maison. Et ça, c'est le vrai point du télétravail, je pense. Alors, une question de mentalité, c'est donc pas forcément ça ne s'écrit pas forcément, en fait. C'est une façon d'apprendre à vivre et d'apprendre à travailler
Alors, je me tourne vers vous, du coup. Oui. Madame Lefebvre-Haussmann, alors qu'est-ce qu'on fait? On encadre ou on laisse un peu de souplesse? Oui, on encadre, parce que... Non, mais... Il y a donc un débat. On l'a vu, oui, il y a un débat. On l'a vu, je vais faire un parallèle, par exemple, avec le forfait jour. Les entreprises ont négocié le forfait jour, entreprise par entreprise. Et on se rend compte, en faisant un bilan, qu'il y a certains cadres de l'entreprise qui sont quasiment pas payés au SMIC s'ils font un rapport entre leur temps de travail et leur rémunération. Donc, à un moment donné, et vous vous en plaignez régulièrement du turnover dans les entreprises bancaires, quand les salariés veulent négocier quelque chose avec leur employeur, ils sont obligés de changer d'entreprise. Parce que dans l'entreprise, on ne négocie plus. Donc oui, il faut encadrer parce qu'on va sinon arriver à faire de l'ubérisation de nos métiers. On va faire ce qui commence tout doucement, puisqu'il y a une banque mutualiste qui veut faire un test d'auto-entrepreneurs dans la banque. Donc ça, on ne veut pas de ça. Et on voudrait un cadre plus général pour pouvoir avoir... qu'il n'y ait pas une concurrence acharnée entre les entreprises elles-mêmes pour s'attirer les collègues. Parce que ce qui fait que dans la banque A, qui va être moins disante que la banque B, on va se retrouver avec des conditions de travail catastrophiques, avec une fuite des salariés vers d'autres entreprises qui seront mieux disantes. Et ça, ce n'est pas possible. Et puis, il faut aussi sécuriser le télétravail. On en a parlé. Ça exacerbe les inégalités qu'il y a entre salariés. Vous l'avez dit, tout le monde ne peut pas télétravailler. Donc déjà, la base, c'est le double volontariat de l'entreprise et du salarié. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas que les entreprises disent maintenant... Ça, c'est un grand principe. Oui, et puis il ne faut pas non plus que le télétravail devienne une monnaie d'échange ou une reconnaissance du travail en disant, voilà, on va vous récompenser en vous faisant télétravailler. Mais c'est souvent comme ça que c'est perçu. Et oui. C'est là où c'est le piège. C'est que le télétravail, ce n'est pas une récompense. C'est une facilité aux salariés parce que l'entreprise aussi est gagnante de l'autre côté. Il faut aussi rebalancer de l'autre côté. Quand le salarié ne devient pas l'entreprise, il n'y a pas un poste de travail, il n'y a pas d'électricité. Et surtout, il n'y a pas ce que moi j'appelle souvent la pause clope ou la pause cigarette avec le collègue d'à côté ou la pause café. Moi, je sais que pour tous mes collaborateurs, quand ils sont en télétravail, ils sont beaucoup plus opérationnels parce qu'ils n'ont pas la gêne qu'on peut avoir à côté. Mais il y a aussi la contrepartie, ce n'est pas une récompense. C'est parce que c'est pour souvent un bien-être, une facilité par rapport au transport, par rapport aux petits qu'il faut aller chercher parce que c'est plus facile. Et c'est là où la négociation avec l'entreprise elle doit se créer. Et il n'y a pas que des avantages non plus, on va le voir. Marie Boni, vous allez peut-être aussi nous parler, avantages, inconvénients de cela. Mais avant, je voulais juste une petite précision sur... on négocie pas les entreprises. Je donne juste un chiffre. Entre le 1er janvier de cette année et le mois d'avril, il y a eu 700 accords. Alors, pas tous dans la banque, on est d'accord. Mais voilà, il y a quand même un dialogue social qui s'exprime, je voulais quand même le dire. Ce sont les chiffres de la DARES. Donc Mais sur les salaires, on n'en négocie pas beaucoup. Bon, Marie Boni, pardon. Je me permets juste une petite remarque par rapport à ce que disait André Guy sur la souplesse. La souplesse, elle s'entend si derrière on a un curator qui marche bien, c'est-à-dire les délégués du personnel, les élus du personnel, partenaires sociaux, la direction, les salariés et la médecine du travail. Qu'on oublie souvent, médecine du travail et puis l'inspection du travail, de temps en temps. On pourrait y revenir sur l'inspection du travail. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, cette souplesse, elle ne sera trouvée que si l'ensemble des acteurs font preuve de pragmatisme et que ça fonctionne bien à travers des accords collectifs ou à travers une politique d'entreprise qui va dans ce sens-là. Sinon, dans les autres, mais c'est effectivement pas le secteur bancaire, mais dans d'autres entreprises, effectivement, il va falloir encadrer et donner quelques grandes thématiques parce que sinon, les entreprises, moi j'en vois, j'ai beaucoup de PME dans mes clients, sont perdus. Ils sont perdus et effectivement, ce curator, soit on ne l'a pas bien mis en place, soit il n'est pas équilibré. Et si ça ne fonctionne pas dans une sorte de dialogue social avec l'ensemble des parties prenantes, ça ne fonctionne pas. Et cette souplesse qu'on attend tous, effectivement, dans le quotidien, elle ne marchera pas en fait. Et sur du concret, sur des points très précis, en réalité, qui relèvent du dialogue social, bien souvent, vous en parliez. Ouais. Marie Boni, votre constat, vous, sur ces questions-là, innover en étant pragmatique, etc.
En fait, un des points quand même qui est assez saillant dans les avantages perçus sur le télétravail par les collaborateurs, c'est justement plus d'autonomie, plus de confiance, plus de souplesse. Après, dans le télétravail, si les entreprises ont le sentiment d'aller mettre en place du télétravail uniquement pour répondre à une attente des collaborateurs, elles ne comprendront pas qu'il convient de payer le bureau à côté, chez eux, pour les télétravailleurs. Donc il faut que la vision de l'intérêt du télétravail dépasse, même si c'est très important, la simple réponse à une attente des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher de la performance économique et sociale. De la performance économique ou au-delà de la question des locaux et des économies que ça peut engendrer, est-ce que le télétravail, il faut objectiver cette question, a un impact sur la productivité des entreprises ? Est-ce que le télétravail fait qu'il y a à peu près un peu moins d'absentéisme, plus d'engagement des collaborateurs, plus d'attractivité de l'organisation ? Est-ce que le télétravail permet d'accélérer la digitalisation des entreprises françaises, dont on sait qu'il y a quand même un petit peu des petites difficultés par rapport à certains voisins ? Donc, est-ce que le télétravail améliore la performance économique et sociale des entreprises ? Et aujourd'hui, l'objectivation de ces données n'est pas assez forte. Et les entreprises ont parfois un peu le sentiment d'aller satisfaire uniquement une attente des collaborateurs, sauf sur la question des locaux, qui est souvent mise en avant. André Guituroche, sur les constats que... Alors, moi, je trouve que c'est un propos qui est, je trouve, très intéressant, parce que j'aurais envie de dire, puisqu'on parlait de cette bascule avec cette période un peu spéciale de Covid, est-ce que ce n'est pas un peu la fin de cette lune de miel qu'on avait avant avec le télétravail ? Il y avait un côté... un très ultra volontariat, que tourné vers les salariés. On nous a aussi beaucoup vendu, il faut reconnaître, un télétravail qui est de facto une amélioration de la productivité parce qu'on n'a plus les transports, on gagne du temps sur plein d'à côté et donc finalement on devient un super salarié productif et en plus avec de l'autonomie, vraiment, on nous avait quand même vendu du rêve. Ce qui était important, parce que si on veut rattraper ce retard avec l'Allemagne, par exemple, c'était bien de vendre un peu de rêve. Bon, je crois qu'aujourd'hui, si on bascule dans un télétravail beaucoup plus régulier, plus important, on ne fera pas du télétravail massif. Je pense pas que ce soit forcément l'avenir non plus. Je rappelle que beaucoup de très grandes entreprises, les fameuses entreprises du net, etc., sont revenues sur le télétravail. Hein. Donc, attention. Donc, je pense qu'il faut un peu sonner la fin de la lune de miel, qui est aussi, du coup, une forme de responsabilité. Là, je reviens sur ce que vous avez dit, je suis d'accord, sur l'idée du cadre. Il faut, bien évidemment, un cadre d'ensemble. Et le cadre, ce n'est pas forcément 1000 pages de code, ce que je réprouve. Mais en revanche, c'est important qu'on ait, bien évidemment, je préfère une notion de référentiel commun. Et que cette notion de fin de lune de miel, ce soit aussi, finalement, le début de la responsabilisation des uns et des autres. C'est-à-dire, oui, c'est bien pour le salarié, mais ce n'est pas que tourné pour le salarié. Non, ce n'est pas que de la plus-value. Ou alors, il faudrait mesurer un peu plus précisément. Et je pense que là-dessus, il y a un travail qui doit être fait dans nos entreprises. Et ça va nous conduire peut-être, justement, à cette recherche d'équilibre entre souplesse et cadre, pour qu'on sorte finalement d'une sorte d'approche où moi, salarié, c'est pour moi et tous mes dûs. Et donc, si vous me demandez un peu plus, il va falloir me donner et ci, et ça, etc. Alors que je trouve que le point qui sera important, c'est un nouveau paradigme que l'on va devoir trouver. Sinon, on va retomber dans un vieux travers. On évoquait le premier qui était un lieu unique, etc. Mais l'autre travers que l'on a, c'est à nouveau une sorte de rapport de force, finalement. Il me faut me payer mes frais, il me faut absolument une pièce distincte, mais ce n'est pas toujours possible. Donc ça va être compliqué finalement à mettre en œuvre. Donc il faut peut-être trouver un nouveau modus vivendi qui ne soit pas toujours fondé finalement dans une logique très bipolaire, employeur versus salarié. Là, on a peut-être justement une responsabilité commune. Justement, Valérie Lefebvre-Haussmann, alors on sort du bipolaire, etc. Vous êtes d'accord là-dessus. Et deuxième chose, j'en profite, justement, vous allez pouvoir répondre. Vous allez pouvoir répondre. Et j'en profite, deuxième question qu'on a un peu abordée, mais j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on y revienne un instant. C'est est-ce qu'on peut aussi parler
de ce que disent certains salariés sur peut-être effectivement des points positifs qu'ils ressentent, mais aussi parfois des points négatifs qu'ils mettent en avant. Et donc ça, on pourra y revenir après. Mais alors, comment on construit ensemble? Alors, le point sur lequel on est d'accord, c'est Oui. de ne pas isoler les salariés Oui. et de ne pas faire du télétravail à 100%. Parce que ça casse les collectifs de travail. Et puis, là, je ne suis pas d'accord avec vous, mais les pauses café, ça permet aussi de discuter de dossiers qu'on a en cours et de résoudre des problèmes ou des cas qu'on a entre nous. Et ça nous permet de... C'est du travail informel, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord sur la perte de temps pendant les pauses. Sur le fait de payer les frais, bah oui. Enfin, aujourd'hui, nos entreprises nous le disent. Le télétravail, ça va nous permettre d'économiser des mètres carrés et d'économiser des frais fixes. Bah, il n'y a pas de raison que ce soit aux salariés de payer les frais et les économies qui sont faites par les entreprises. Alors, peut-être que ça nécessitera des bilans d'étape. Et puis, pas des bilans d'étape comme on les connaît aujourd'hui, à savoir une commission de suivi réservée uniquement aux signataires des accords, parce que même les organisations syndicales qui ne signent pas toujours les accords apportent des points positifs à la négociation et font avancer les choses. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles soient exclues du suivi des accords. Et elles représentent aussi des salariés. Donc, il n'y a pas de raison à cela, mais il faut encadrer et il faut aussi que tout le monde s'y retrouve. Et on constate, je vous l'ai dit, avec le forfait jour, on a vu les dérives, ce que ça a fait. Monsieur le député, vous vouliez réagir, j'ai vu. Pour qu'un bon contrat, pour qu'il y ait un bon deal, il faut que ce soit un bon deal gagnant. Oui. Je pense que les entreprises peuvent aussi accompagner les salariés. Moi, je vois pour ma part, aujourd'hui, ma fibre Internet est payée par mon entreprise. Après, c'est là où le piège va arriver. Parce que vous avez l'impression de vous dire je peux télétravailler quand je veux, à n'importe quel moment de la journée. Moi, si je peux donner un conseil sur le télétravail, c'est qu'il faut se donner des règles. Et ces règles, il faut se les respecter. Comme quand on arrive le matin, j'ai ma feuille de route à avoir sur mon bureau, je sais ce que je vais faire. Et moi, c'est exactement ce que je vais faire. C'est référentiel dont on parle. Exactement. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne travaille pas plus tard à la maison que plus tard au bureau. Il y a des règles sur lesquelles je suis drastique. Et je pense que c'est ça, justement. Parce que le vrai piège du télétravail, c'est de dire que on peut le refaire plus tard, on peut le faire à n'importe quelle heure. Parce qu'aujourd'hui, il y a un point que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est que toutes les entreprises n'ont pas la possibilité de pouvoir donner un accès à leur logiciel interne aux salariés. Et là, il y a un vrai coût pour l'entreprise parce que c'est quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui, quand on travaille à la maison, on va venir se connecter sur le serveur de l'entreprise avec des données bien précises. Et là, il y a un aspect hyper juridique parce que la malveillance, elle peut aussi exister de ce côté-là. Et c'est pour ça que je pense que le bon deal, c'est de trouver un bon compromis sur le fait ce que peut faire le salarié et surtout où on est tous d'accord. Et là, je confirme que télétravailler tous les jours, ce n'est pas un point positif. Mais ça a un côté hyper positif de temps en temps. Et c'est sur ça peut-être qu'il va falloir contrôler le nombre de jours ou pouvoir se donner des limites. Oui, parce que mais le temps de travail, ça c'est partout pareil. Et après, je pense qu'il y a un autre aspect qui est hyper important qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la question de la génération. Enfin, autour de la table, on est plusieurs générations. Et il y a des salariés sur lesquels ils ne veulent pas du tout entendre du travail. Alors voilà. Et ça, c'est un point important. Il faut venir aussi sur ce point. Il y a cette nouvelle génération, moi je le vois régulièrement à l'Assemblée avec les collaborateurs qu'on peut avoir qui sont plus jeunes. Eux, c'est une institution, le télétravail. Au contraire, ça fait partie de l'ancrage. Ils ne comprennent pas que ce ne soit pas possible. Et ça, c'est un vrai problème de génération sur la manière de faire. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le député, comment on insère des jeunes dans les métiers bancaires qui n'ont pas encore travaillé, par exemple, si tout le monde est en télétravail? Je vous pose la question à vous qui êtes spécialiste de l'organisation. Là, de toute façon, on est dans un système qui est exceptionnel aujourd'hui. Avec le confinement, concrètement, le full-time télétravail, ce n'est pas le modèle de demain, ce n'est pas le modèle que la plupart des entreprises veulent pour demain. Donc effectivement, l'intégration des jeunes ou de tout autre collaborateur est très délicate pendant cette période. Après, notamment, et ça c'est pour cette génération, la nouvelle génération, il y a quand même une attente de collectif de travail, une attente d'interaction aussi avec des pairs qui fait que un télétravail full-time n'est pas une solution pour eux et ils ne le veulent pas non plus. Pour en avoir intégré dans mon équipe récemment, non, ce n'est pas une solution et ils ne l'appréhendent pas comme ça. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui.
Tout à fait. Ben voilà, on commence à construire ensemble, c'est bien. D'accord. OK. Moi, j'ai regardé les études en préparant un peu la table ronde. J'en vois une de Malakoff-Médéric qui interroge un certain... Alors, ce n'est pas que dans la banque. Hein, voilà, donc plusieurs milliers de salariés. Et 57% des réponses de salariés télétravaillants expliquent qu'ils ont plus de difficultés de conciliation vie familiale, vie professionnelle en télétravaillant. Est-ce que ça illustre ou pas, selon vous Mais à nouveau, l'étude a été réalisée pendant la période actuelle. La période actuelle, le premier confinement, les enfants étaient à la maison. Donc nous, ce qu'on a pu voir par rapport à un certain nombre d'études qui ont été réalisées, mais également d'ateliers de travail qu'on a fait avec des collaborateurs, c'est que les collaborateurs perçoivent les vrais avantages du télétravail. Donc les vrais avantages, diminution des temps de transport, empreinte carbone réduite, parce que pour certains, l'écologie est un sujet. Et s'agissant des inconvénients, on est dans une phase actuellement très critique, à savoir que tout le monde a été confiné beaucoup de personnes ont été confinées lors de la première vague, avec des enfants, un éclatement des horaires de travail pour pouvoir gérer l'école à la maison, des lieux de vie qui étaient très remplis, on va dire, mais un télétravail occasionnel ne présente absolument pas les mêmes inconvénients. C'est quand on télétravaille le lundi chez soi et que ses enfants sont à l'école, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle est au contraire facilitée. Là où on a intérêt à avoir un cadre souple, c'est que chaque entreprise a son télétravail. Et en fait, on voit qu'en fonction des entreprises, de la maturité du management sur le télétravail et puis la maturité dans le déploiement du télétravail, fait que vous avez un télétravail protéiforme. Mais je pense que l'important dans tout ça, si on veut avoir un cadre souple, c'est d'avoir des règles, des retours d'expérience. Petit à petit, plus on avance dans le temps et plus on regarde comment les salariés se sentent par rapport au télétravail, comment les élus du personnel, eux, ressentent aussi le sujet du télétravail et qu'on le construise et aussi qu'on le fasse évoluer, ce cadre-là. Et ça, je pense que c'est essentiel, c'est pas fixé dans le marbre, il faut qu'on avance. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé à la sortie du confinement, c'est un DRH d'une très, très grosse boîte qui a annoncé, et la volonté était vraiment comprise, c'était de dire on va passer à 5 jours sur 5 en télétravail. Et c'était une très très belle annonce, sauf que sans avoir fait de retour d'expérience de la base, de tous les salariés qui étaient concernés, des élus du personnel, bon, retour en arrière, il faut quand même qu'on regarde comment ça va se déployer et comment sont les salariés par rapport à ce sujet de télétravail 5 sur 5. La prudence que vous appelez de vos voeux, ce qui ne veut pas dire qu'on ne bouge pas, mais la prudence que vous appelez rejoint aussi certaines choses que l'on peut entendre parfois dans ceux qui sont ou tout l'un ou tout l'autre. Là, pour ceux qui sont ou tout l'un, qui pourraient aller jusqu'à dire, mais au fond, on remet en cause les 11 heures de repos. En fait, on travaille quand on veut. Si j'ai envie de travailler à minuit, j'ai eu une discussion pas plus tard qu'aujourd'hui avec quelqu'un avec qui je travaille, qui me dit, moi j'ai envoyé un mail à minuit hier, ou 1 heure. C'est ça, André Guy Mais donc ça pourrait aller. Donc attention. Oui, attention à ce genre de choses. Attention, d'autant plus que l'employeur est garant de l'effectivité des mesures et pas garant de dire attention, on arrête à 20h, on arrête à 19h. Et puis vous avez des cadres forfait jour qui sont à la mission. Et donc si je veux faire mon jogging entre 11 et 12, que je vais chercher mes enfants de 17 à 18 et que je me remets à 21h, vous avez une règle qui est très claire en droit du travail, qui est vraiment du droit communautaire, c'est 11 heures de repos consécutifs. C'est pas 11 heures fractionnées, je fais comme je veux, tiens, j'ai oublié de faire un mail, je le fais à 11 heures, etc. Et le problème, c'est qu'on a une dérive à ce niveau-là, ce qui peut se comprendre aussi. On pense que la souplesse, elle est totale, mais elle n'est pas totale. Et en plus, on attend des entreprises qu'elles soient vraiment dans l'effectivité de ces mesures-là. C'est pas des vœux pieux, c'est pas des chartes qui vont nous dire qu'effectivement, il faut respecter ça. C'est comment, moi, employeur, je m'assure auprès de mes salariés que c'est réellement fait. De ce point de vue, André-Guy Turoche, les banques ont mis en place un certain nombre d'éléments, de dispositifs, de mesures, les de banques pratiques. là-dessus sont assez exemplaires parce qu'elles ont toutes négocié des accords d'entreprise. Et donc, je dirais, cette recherche d'un cadre avec une proximité avec les partenaires sociaux, elle est réelle. Et c'est vrai, elle est indispensable. Je pense qu'il faut laisser la main aux entreprises. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure de très intéressant. Il y a des télétravails qui correspondent à des entreprises, entre la PME
pardon, le grand groupe, etc. Donc, il faut laisser au maximum l'autonomie de négociation en local. Je dirais même presque par rétablissement distinct, si je pouvais rentrer, si je pouvais pousser le bouchon, lorsque l'entreprise est très grande. C'est pour ça, j'entends parler il y a cette négociation MEDEF qui est en cours, donc je me garderai bien de la commenter, qui est intéressante, mais que nous regardons, nous, fédérations, justement, et banques, avec une certaine appréhension en disant, attention, n'allons pas, là encore, rigidifier au niveau national des situations qui nécessitent une approche locale. On a dit, province, Paris, c'est une remarque que je trouve effectivement tout à fait juste, grande boîte, petite boîte, boîte de nouvelles techno, boîte plus traditionnelle, etc. etc. Donc ça, c'est un premier point. Le dialogue social, donc dans les banques, si on l'évoque, il a bien fonctionné, on a des cadres. Après, on a toujours préféré effectivement des approches basées sur la confiance réciproque. Il n'y a pas de mesure mécanique. Je pense que ça, ce serait un danger et plutôt une contre-indication au développement du télétravail. Je trouve que les OS, là-dessus, en règle générale, l'ont plutôt bien admis, puisque elles sont rentrées dans ce jeu de mesurer la durée du travail par rapport à des entretiens annuels, par rapport à des règles générales que l'on s'est fixées et auxquelles on se tient sans forcément qu'il y ait un gendarme. Voilà, ça c'est un point important. Je pense qu'aussi, et c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est celui il faut sécuriser les entreprises, notamment sur tout ce qui est hygiène et sécurité. Là, je sens, alors bien évidemment, c'est des signaux faibles, mais je ne voudrais pas qu'il y ait une dérive sur ce sujet-là, même si j'entends qu'il faut peut-être être plus clair sur une pièce dédiée, sans aller sur une pièce dédiée, parce que tout le monde n'a pas des pièces dédiées forcément, ou ne souhaiterait pas en avoir. Parce que je crois qu'il est très important d'acter des principes aussi fondamentaux. On parlait du principe fondamental du double volontariat, mais il faut peut-être aussi acter le principe fondamental de la liberté d'organisation et de travail. Alors, je ne parle pas de la durée du travail, etc., mais je parle en termes au regard du domicile, la liberté du domicile privé. Je suis chez moi. Est-ce qu'on vient me contrôler? Est-ce que oui, c'est très intéressant qu'on me propose des règles pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, pour avoir des bonnes positions au travail, que j'ai peut-être moins chez moi qu'au bureau. Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre et que ce soit suivi. La médecine du travail, là-dessus aussi, je suis d'accord, peut tout à fait faire sens. Mais attention, n'allons pas chercher à commencer à vouloir transposer le cadre ultra sécuritaire du du lieu de travail dans le domicile. Voilà. J'ai quand même vu, moi, un courrier d'un inspecteur du travail, j'espère que c'est un courrier isolé, évoquant le problématique du travailleur isolé. Enfin, vous voyez que jusqu'où on va. Alors, je suis d'accord, dans le lieu de travail, il y a le travailleur isolé, il y a le rangement en hauteur aussi, mais est-ce qu'il faut que je vide le haut de ma bibliothèque? Vous voyez que... et là-dessus, c'est très important, parce que derrière, là, je me tourne vers l'avocat que vous êtes, parce que j'aimerais bien là-dessus avoir un peu votre approche. En tant qu'entreprise qui a besoin de cette sécurisation, comment est-ce que vous en voyez un petit peu les choses sur ce sujet, et comment on peut arriver à instaurer cette distinction entre le domicile privé et l'entreprise, sans pour autant abandonner les grands enjeux de sécurité, de santé au travail, et qui relèvent aussi de la santé publique. Est-ce qu'on transpose l'entreprise dans le domicile? Et jusqu'où? Sachant que derrière, il y a la responsabilité pénale, on le sait, civile, enfin, c'est sérieux, voilà. C'est là où le Code du travail, je crois que c'était en 2017 où on a instauré effectivement la présomption d'accident du travail pour effectivement protéger les salariés qui étaient amenés à faire du télétravail. Donc, ils ont un accident sur leur lieu de vie. Bon, c'est un accident du travail parce que c'est dans le temps et le moment.
Là où je pense qu'on a intérêt à avoir un cadre, c'est notamment sur cette transposition de l'entreprise chez le salarié. Je vais être dans l'absurde, hein, mais le cabinet d'aisance, qui doit avoir forcément des parois imperméables et facilement nettoyables. Bon, venez dans les appartements parisiens, hein, ils vont s'amuser. Donc si on veut être complètement dans quelque chose d'ubuesque, ça n'a pas de sens. Donc c'est là où il faudrait un peu plus de pragmatisme sur beaucoup de choses, parce qu'effectivement, il y a la vie privée du salarié. Moi, je ne vais pas aller expliquer aux salariés comment il faut ranger sa bibliothèque. Ça n'a pas de sens. Néanmoins, c'est donner des grands principes, parce qu'on fait quand même beaucoup de banques. Hein. On fait des chartes, on fait effectivement des manuels d'explication, ce que je trouve qui est très bien. Mais je pense qu'il faut avoir un peu de distance par rapport à ça, parce que l'important, effectivement, c'est d'aider les salariés et leur donner un maximum de guides et, je pense aussi, les moyens effectivement de s'installer correctement et d'être le mieux possible. Et je pense que le curseur, il est à trouver au niveau du pragmatisme et que certaines règles qui sont en vigueur en entreprise et bien évidemment normales puissent s'adapter du mieux qu'on puisse au niveau du domicile du salarié. Alors et c'est là le pragmatisme. Justement, vous parlez de donner moyens. Je me tourne vers Mélissa parce qu'il y a des questions. Je vois sur mon petit écran de contrôle qu'il y a des questions d'internautes, de personnes qui nous suivent via le réseau. Alors Mélissa, allez-y, on vous écoute. Effectivement, nous avons une question qui est revenue pas mal de fois. Est-ce que l'employeur peut venir à mon domicile ? Est-ce que le salarié peut refuser l'entrée de son employeur à son domicile ? Oui, c'est concret là. Oui. On est très direct. Bien sûr. Effectivement, si on repart de l'ANI 2005, on propose qu'il y ait une sorte de binôme, quelqu'un du personnel, un élu du personnel, et puis ça peut être quelqu'un de la direction, qui peut venir et accompagner pour voir comment le salarié est installé et si ça correspond aux standards, etc. Ça peut, mais si le salarié n'est pas d'accord, ça reste son domicile privé, respecte sa vie privée, il a le droit de dire « je m'y oppose ». C'est son droit le plus strict. Et il peut être en situation de difficulté, sans le savoir peut-être. Exactement, tout à fait. Et la responsabilité de l'employeur alors ? Alors là, je pense que c'est un vrai sujet et un vrai cas d'école. Parce que je pense que ce sera, à mon avis, argument contre argument. Et ça sera à discuter le moment venu. Monsieur le député, pas trop d'autres pages dans le Code du travail, mais peut-être un sujet quand même. Et un sujet peut-être aussi pour la discussion avec les partenaires sociaux. Sans comparer avec ce qu'on vit là, du télétravail en mode dégradé, hein. Toutefois, il faut tenir compte de ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même pas au salarié de fournir son ordinateur. Si on parle de sécurité des données, c'est à l'entreprise de fournir le matériel. Et pareil pour s'installer. Et on revient sur les inégalités des salariés entre eux. Il ne faut pas que ça devienne une récompense, le télétravail. Et donc, il faut que l'entreprise permette aux salariés et donne les moyens aux salariés de pouvoir télétravailler, donc avoir un siège adaptable pour éviter les troubles musculo-squelettiques. On l'a vu là, il y a des collègues qui travaillent sur leur canapé, quoi. Ça pose problème. Donc c'est vrai qu'il y a un problème sur le suivi de la santé des salariés au travail, mais c'est aussi à l'entreprise de prendre en charge une partie ou toute ou partie des frais que ça va engendrer pour le salarié. Alors peut-être qu'il faudra, je ne sais pas, envisager du télétravail, mais pas à domicile, mais ou fermer des agences. On pourrait aménager des lieux de travail. Non, mais sérieusement, là. Et donner la possibilité. C'est très sérieux. Donner la possibilité, ça permet à l'agence de rester ouverte avec un accueil à la clientèle et d'optimiser les locaux pour permettre à des salariés du siège de travailler à côté de leur domicile parce qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler à la maison. Il y a plein d'idées comme ça, mais il faut que ce soit quand même encadré. Et pour éviter ce turnover dont on se plaint tous et qui détériore les conditions de travail dans nos entreprises, il y a intérêt à ce qu'on ait un cadre de la branche. Marie Boni, le cadre, ça empêche le turnover ou pas ?
Ça va dépendre du cadre. Vous avez raison, la question était mal posée. Okay. Non, c'est effectivement, bon, l'ANI 2005, ça commence un petit peu à dater. Après, le cadre, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont dotées de cadres, notamment dans le secteur bancaire. Nous, ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet-là. Il y a des entreprises qui en sont à leur 6e génération d'accord télétravail. Voilà. Donc, à un moment, il y a un cadre. Il y a déjà un cadre, mais on est face à un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur. Donc, on réinterroge le cadre. Et on est plutôt dans une période actuellement d'adaptation. Qui plus est, on est toujours en période de crise. Donc, c'est quand même compliqué de négocier sur un texte pour une situation de demain qui sera pérenne dans une période exceptionnelle de crise. Donc, aujourd'hui, vraiment, le point, c'est quelle sera finalement, pour ces entreprises qui en sont déjà à leur 6e accord de télétravail, la 7e génération. Et celles qui aujourd'hui en sont peut-être à leur 2e génération d'accord télétravail, gentiment, elles vont aller vers une 3e, vers une 4e. Donc, il y a déjà des cadres, et on est un peu en train de basculer pour certaines. Oui, entreprise par entreprise, pas de mais la profession. Justement, si on reste, pour le coup, au niveau d'entreprise, là, j'avais envie pour rebondir, j'avais envie de me tourner aussi vers notre avocate. Le DUR, donc, il doit intégrer un certain nombre de nouvelles donnes, finalement, cette nouvelle donne, avec un certain nombre de... Oui, tout à fait. Alors, juste, je me permets encore de rebondir, mais sur le cadre, je pense que les entreprises ont besoin de sécurité. Je pense que c'est pas un cadre trop rigide, mais c'est un cadre pour donner de la sécurité. Et moi, j'en reviens, je suis obnubilée par ce sujet de la sécurité des salariés chez eux. Là, il faut quand même être assez vigilant. Et effectivement, le DUR doit systématiquement être mis à jour sur chaque fois qu'on fait du télétravail, surtout finalement. Hein, c'est un document qui est essentiel et qui donne forcément matière à discuter avec les élus du personnel, potentiellement à l'inspection du travail, qui bien souvent demande à le DUR, et puis regarde où on en est dans les mises à jour et comment c'est rédigé et comment c'est tracé. Donc, ce document-là est fondamental. C'est un outil de discussion aussi, quand même. Mais c'est vrai que si on veut assurer vraiment de la sécurité et pour les entreprises, il va falloir... Mais justement, est-ce que l'inspection du travail n'en fait pas parfois, un tout petit peu trop, parfois, par rapport à cela? André Guy Turoche, tout à l'heure, parlait d'une demande récente, d'un contrôle récent, où il y avait une liste longue comme le bras d'exigences, si on peut dire, dans une situation où, comme vous le disiez, c'était une situation un petit peu entre deux, où Rome s'est pas faite en un jour. C'est un peu pareil, j'ai l'impression, pour le télétravail. Attention, inspection de travail, c'était un exemple, hein, bien évidemment. Je ne voudrais pas stigmatiser l'inspection qui fait beaucoup de choses et qui justement essaye d'aider les entreprises. Hein. D'ailleurs, l'appel de Madame Borne, ministre du Travail, était justement vis-à-vis de son inspection du travail, de lui dire mettez-vous sous l'angle du conseil. Exactement. Et sous l'angle de l'appui. Hein, donc c'est bien évidemment ça qui se passe. J'ai signalé cet élément parce que je pense qu'il est révélateur d'un risque potentiel, et il faut sortir. On a dit qu'on sortait des schémas traditionnels. Typiquement, il y a un schéma traditionnel dans ce domaine, la fameuse obligation de résultat. Elle fait toujours sens quand on est dans l'industrie, quand on est avec des machines. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on revoie cette notion-là, revenir vers une notion d'obligation de moyens, d'obligation, je préférais même dire d'encouragement, d'obligation de bien faire. Hein, j'aime bien cette notion de bon père de famille, ou bonne mère de famille, maintenant, bien évidemment. Je pense que c'est une notion de droit qui est finalement ancestrale et qui pourrait peut-être retrouver finalement de l'intérêt dans les réflexions en cours sur le télétravail. Donc quitter l'obligation de résultat qui était devenue une sorte un petit peu presque de folie, on va dire, vis-à-vis des entreprises, pour retrouver peut-être, on parlait de pragmatisme, mais peut-être retrouver un peu de bon sens. Oui. Le bon sens, vous avez des bonnes pistes pour ça, dans les situations que vous pouvez connaître et étudier, analyser? Et effectivement, donc, il y a le cadre.
que ce soit le cadre national interprofessionnel, la loi, aujourd'hui les QR du ministère pour répondre à un certain nombre de questions. Et le bon sens, on le voit aussi dans les politiques de déploiement du télétravail. Et notamment, il y a quand même un énorme enjeu autour des managers sur le télétravail, sur les pratiques. On ne sait pas toujours, quand on est manager, manager une équipe à distance. Ça ne va pas de soi. Ça modifie les rapports. Alors surtout pendant la période actuelle, en full-time, c'est très compliqué de maintenir un lien collectif avec le collectif de travail. Donc le bon sens, c'est aussi à un moment voir avec les acteurs qui concrètement gèrent ces situations au quotidien et les outiller et les former pour faire face à cette nouvelle situation de travail et aux nouvelles attentes des collaborateurs. Oui, alors d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que l'Observatoire des métiers de la banque, le 10 décembre prochain, aura également une table ronde, peut-être deux même, je ne sais plus, enfin en tout cas un événement qui va permettre d'explorer cette question-là, entre autres, pas seulement celle des managers, mais aussi celle des managers, et qui viendra tout à fait compléter ce qui se dit ce soir. Et donc c'était beau, merci, vous m'avez donné l'occasion de pouvoir le dire. Voilà. Tout à fait. L'Observatoire des métiers de la banque qui apporte, je le signale pour tout le monde ne connaît pas forcément parmi ceux qui nous écoutent, qui contribue à la réflexion avec les organisations syndicales. Là aussi, on est dans une démarche paritaire sur l'évolution des métiers et des compétences. Donc, c'est très important que, je pense, et c'est eux qui vont le développer dans cet événement en décembre, qu'on puisse travailler aussi sur quelles compétences de demain, quand on voit justement cette, pas révolution, mais en tout cas cette accélération de ces nouveaux modes de travail. Alors, on n'a pas, je crois, encore tout à fait abordé la question de la différenciation entre différentes situations, notamment différents métiers de la banque. Il y a des métiers de la banque qui... je veux dire deux choses, et vous me direz, mais il y a des métiers de la banque qui sont peut-être moins facilement télétravaillables que d'autres. Et là, j'aimerais bien vous entendre les uns et les autres sur votre approche de cette question-là. On pense aux métiers de la BFI, par exemple, on pense aux métiers qui nécessitent une présence sur le terrain, dans les réseaux, par exemple, ou autre. Et puis, il y a une deuxième question que je vous pose collectivement sur la sécurité, j'ai envie de dire presque la sécurité physique de certains salariés en fonction de leur métier. Pour la BFI, vous le savez, il y a une réglementation, il y a une régulation, il y a des sécurisations, des process qui sont très lourds parce qu'effectivement les enjeux sont très importants et qui peuvent pas forcément être très facilement transposables dans le domicile. On en parlait aussi tout à l'heure, mais là, il y a peut-être quelque chose à aller creuser en termes de sécurisation, même du métier et du salarié, bien sûr, et de l'employeur, a fortiori. Mais est-ce qu'on pense aussi à ceux qui travaillent en agence, qui pourraient éventuellement se retrouver chez eux et, après tout, faire l'objet de pression à un moment donné? Ils ne sont pas chez eux spécialement protégés et on ne sait jamais qui peut sonner à la porte, entrer, etc. Ça se voit dans d'autres situations. Donc, là, quel est l'état de vos réflexions sur ce point je ne sais pas, Marie Bouni ou Valérie Lefebvre-Haussmann, pour commencer. Moi, j'ai sur la question en fait du télétravail, c'est moins vrai dans le secteur bancaire, mais le problème va se transposer au niveau sociétal. C'est quand même un risque de fracture sociale. Le télétravail peut devenir un nouveau marqueur social très très fort entre des collaborateurs qui auront accès au télétravail, qui pourront éventuellement déménager, s'éloigner, avoir des meilleures conditions de vie, plus ouverts, qui reviendront dans des locaux qui auront été repensés parce que concrètement, il faut leur donner envie de revenir, donc un peu l'effet château. Et puis d'un autre côté, dans l'industrie, des collaborateurs qui vont devenir sur des sites qui n'auront pas beaucoup évolué, avec des méthodes de travail beaucoup moins basées sur la confiance et l'autonomie. Donc vraiment un risque de fracture sociale. Dans le secteur bancaire, il y a moins de population qui n'ont pas accès au télétravail, donc on n'est pas dans les mêmes proportions, mais il faut garder quand même en tête que tout le monde ne peut pas télétravailler. Parfois, certains ne peuvent pas principalement télétravailler, mais peut-être que sur certaines activités, ils peuvent télétravailler. Et en outre, il faut donner à tous les moyens aussi en termes de compétences de les télétravailler, parce qu'il y a un enjeu de réduction de la fracture numérique en France, et toutes les entreprises, en montant en compétence leurs collaborateurs, peuvent permettre de faire évoluer la chose. Alors certains disent d'ailleurs que peut-être d'éventuelles économies sur d'autres postes, par exemple immobilier, pourquoi pas, pourraient être
pourrait renforcer aussi des investissements ailleurs, notamment sur la formation professionnelle. On le plaide beaucoup. Tout à fait. Ah, vous le plaidez? Oui, on le plaide beaucoup. Okay. Je pense qu'on a un enjeu important dans nos secteurs. C'est il faut faire un état des lieux, ce qu'on demande depuis un petit moment, des métiers qui sont télétravaillables ou pas. Il faut faire une évaluation de la charge de travail, de l'organisation du travail, parce que comme vous l'avez dit, dans une semaine de travail, on peut aussi répartir le travail différemment pour permettre à des métiers qui ne seraient pas télétravaillables de télétravailler en partie sur certaines activités. Et puis, sur les agences, alors ça, on vous rejoint totalement. On s'est battu pendant des années pour arrêter de loger les directeurs d'agences au-dessus des agences parce qu'il y a eu un nombre important d'agressions, de prises d'otages à domicile des directeurs d'agences à certaines époques. Ça fait un moment que je travaille dans la banque, donc voilà, j'ai un peu d'historique là-dessus. Ça s'est amélioré, donc, de ce point de vue. Oui, parce qu'on s'est battu pour... alors, c'est vrai qu'il y a des fois, on est obligé de se battre contre ce que voudraient les salariés, parce que c'est un confort. C'est plus pratique. Voilà, c'est plus pratique de descendre. Mais il a fallu qu'on bagarre pour arrêter ça, pour la santé et la sécurité des salariés. Sur les agences, nous, on plaide pour une proximité avec la population, parce que je rappelle quand même qu'en tant que banquier, on a des obligations de droit au compte, d'inclusion bancaire, et que toute la population française n'est pas amenée et n'a pas la possibilité de faire ces opérations via Internet. Donc, on est confronté à cette double responsabilité qu'on a de proximité, et d'où notre bagarre aussi pour ne pas fermer les agences, parce que c'est important pour la cohésion du territoire. André Guy-Turoche, le état des lieux, pas état des lieux, déjà, je suis télétravaillable, pas télétravaillable. Non, je suis d'accord sur non, mais je suis Monsieur Turoche. Absolument, mais j'assume. Non, mais j'assume ce qui est dit justement sur la présence dans les agences. J'assume sur le modèle bancaire français, qui est un modèle basé sur la proximité avec les clients. C'est un modèle qui est assez unique en Europe. Dans le reste de l'Europe, on ferme les agences à tour de bras. Les effectifs ont été divisés par 3, par 4, par 5. Chez nous, certes, les effectifs sont en légère baisse, mais c'est une baisse qui est très maîtrisée parce qu'on a un système de banque universelle de proximité. Et là-dessus, c'est la défense, je dirais, de l'emploi au travers de la parole d'une syndicaliste et que nous défendons. Bien évidemment, les banques défendent aussi l'emploi. Elles l'ont démontré tout au long de ces années avec une très importante anticipation des transformations. Et on veut justement ne pas rater de la transformation du télétravail. On y sera. Le fait, je suis très sensible à la notion de fracture sociale. C'est vrai qu'il faut qu'on l'ait en tête. Je rappelle qu'on a une responsabilité sociale en tant qu'employeur et a fortiori en tant que grande entreprise. Il faut à la fois l'avoir en tête, tout en intégrant justement il ne faut pas qu'on rentre dans une nouvelle distinction col bleu, col blanc. Ça n'aurait pas grand sens. Il y a des activités qui ne peuvent pas du tout télétravailler, et c'est logique, et je pense qu'on parlait de bon sens tout à l'heure. Je pense que les salariés se rendent bien compte, les syndicats aussi. Enfin, je ne pense pas qu'on aura un gros sujet là-dessus. Je suis pas en accord, mais je pense que c'est du détail avec la position, l'attente des organisations syndicales de dire on veut une sorte de liste des métiers télétravaillables, etc. Je pense que c'est trop rigide, mais vous l'avez compris. Mon propos, il est plutôt sur souplesse, pragmatisme, etc. Donc, je pense que c'est trop rigide, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas néanmoins donner des éléments. Qu'est-ce qui est télétravaillable ou pas au sens de principe, mais en revanche, lister des activités trop dans le détail, on rentre dans une liste à l'après-vert, on retourne dans de la rigidité. Mais j'allais dire, c'est un point de désaccord, mais qui est, je dirais, secondaire par rapport au point qui nous rapproche, qui est de dire on veut développer, il faut arriver à un cadre qui soit équilibré pour les uns et pour les autres, et on assume complètement le fait que, bien évidemment, tout n'est pas télétravaillable, la sécurité des salariés n'est pas négociable, et il est fondamental que finalement on trouve ce curseur un peu fin qui, là, ne va peut-être nécessiter un peu de temps, de l'aide organisationnelle, de l'aide juridique, bien évidemment.
Alors, Et voilà. merci André Turol. On m'avertit qu'on n'arrive pas loin de la fin de cette table ronde. Je crois qu'on y est déjà. Juste en une phrase, les uns et les autres. J'avais quand même une petite question pour Monsieur le député. Est-ce que l'injonction qu'on peut comprendre, j'imagine, en période de crise, de télétravailler, des pouvoirs publics pour le télétravail, est-ce que c'est quelque chose qui peut relever du rôle en vitesse de croisière des pouvoirs publics, ou est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas juste une question d'entreprise et quelque chose de très important. Et de partenaires sociaux? Vous voyez, par exemple, je pense que l'image du télétravail a énormément changé. C'est plus la journée de repos offerte, le télétravail aujourd'hui. Et oui, ça, c'est un élément important. On ne l'a pas dit. Aujourd'hui, le télétravail, c'est vraiment le travail encadré à la maison. Et c'est sur ça qu'il faut avancer. Okay. Et je pense que c'est... Vous voyez, c'est marrant de faire un colloque. Nous, on est ici et les gens sont peut-être chez eux en train de nous regarder. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que, vous voyez, rien qu'à travers cette une heure ensemble, les choses ont déjà changé. Le monde a changé autour de nous. Et je pense que c'est un élément sur lequel on peut bien marquer. C'est cette crise, elle va apporter obligatoirement un bouleversement dans le travail. Alors, ça, c'est une certitude. J'allais demander à chacun une phrase de conclusion. Je pense que vous avez la vôtre. Sandra Chapard, votre phrase de conclusion sur cette table ronde? Moi, je pense que c'est quand même une source d'innovation sociale. C'est-à-dire qu'on est déjà sur le télétravail, mais on est sur l'après. C'est-à-dire que ça ouvre une volonté pour les nouvelles générations ou d'autres d'avoir un nouveau regard sur l'organisation du travail et leur lien à l'entreprise, le lien à leur vie privée, et que ça va bouleverser tout cet équilibre-là. Et je pense que c'est à l'entreprise de s'en emparer et de faire la suite avec les salariés et avec toutes les parties prenantes. Merci. Marie Bouni. Sur le télétravail, je pense qu'il y a, sur le télétravail, il y a déjà beaucoup de choses. Peut-être par rapport au secteur bancaire ou au télétravail, je pense que ce qui va être fait dans le secteur bancaire ces prochains mois ou la prochaine année va beaucoup quand même inspirer d'entreprises. D'accord. Parce qu'on est sur un secteur qui est déjà très mature. Donc concrètement, ça donnera un peu une idée de la voie pour d'autres entreprises. Merci Valérie Lefebvre-Haussmann. Alors, votre phrase de conclusion? Alors, le télétravail, oui, mais avec de l'encadrement et, là je rejoins ce que vous avez dit, avec un gros effort de formation des équipes et des managers, parce que c'est une grosse transformation pour tout le monde et que ça ne va pas être aussi simple qu'on pourrait le penser. André Guy, le mot de la fin? Donner aux entreprises un cadre qui soit sécurisant et non contraignant, je pense que c'est un premier point. Et deux, laisser les entreprises travailler avec les syndicats et avec les salariés pour trouver ce qui leur convient le mieux. Parfait. Eh bien, c'est sur ces bons mots des collectifs qu'on termine cette première table ronde. Merci à vous tous. Merci. Et donc, je donne rendez-vous à 18h30 aux personnes qui nous suivent en ligne pour notre deuxième table ronde qui portera qui a pour titre, un titre édifiant, Loin des yeux, proche du cœur. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. À tout à l'heure. Merci. Merci.